La mer des Caraïbes au XVIIe siècle n'a rien d'une carte postale. Elle est belle, oui, d'une beauté qui trompe, avec ses eaux claires et ses îles vertes posées comme des pierres précieuses, mais c'est une beauté qui coupe, une beauté de l'âme. Le soleil y brûle la peau, le sel y ronge le bois, et la moindre erreur de navigation vous jette sur un récif comme on jette un homme contre un mur. Et pourtant, c'est là que des milliers d'hommes viennent chercher leur chance, leur revanche, leur fortune. Pas des chevaliers, pas des héros, des survivants. Ils arrivent de partout. Des ports anglais où l'on crève de dettes, des campagnes où l'on crève de faim, des navires marchands où l'on crève de coups. Ils débarquent à la Jamaïque, à la Tortue, à Providence, à New Providence plus tard, dans ces lieux qui sentent le goudron chaud, la sueur rance, la mélasse, la poudre et le rhum. Ils ne viennent pas pour bâtir une colonie modèle, ils viennent pour vivre vite, et, si possible, mourir riche. Dans ce monde-là, le feu est partout. Feu des cuisines de bord, maigres braises protégées du vent, feu des mèches lentes qu'on garde au sec comme une relique, feu des coups de canon qui crachent une fumée épaisse et âcre, feu des campements sur la plage quand on fait griller de la viande sur des claies de bois à la manière des chasseurs des îles, et parfois feu des villes, feu sur la frontière, une lueur qui dit « la ligne est mince, la ligne cède, la ligne brûle ». Le mot boucanier, à l'origine, n'a rien de romantique. Il vient du boucan, cette grille de bois sur laquelle on fume la viande. Les premiers boucaniers sur Hispaniola et Tortuga sont des chasseurs. Ils traquent le bœuf sauvage, le cochon marron. Ils découpent, salent, fument, vendent aux navires de passage. Une économie de marge, une économie de couteau. Ils vivent dans les bois, dorment sous des abris de fortune, portent des chemises grossières, des chapeaux déformés par la pluie, et ils apprennent une chose essentielle, tenir. Tenir sans médecin, tenir sans juge, tenir sans autre loi que celle du groupe et du fusil, puis la chasse se mélange à la mer, parce que la mer paie mieux, parce que la mer offre des prises, des cargaisons, des rançons, parce que l'Espagne, dans l'imaginaire anglais, est à la fois un empire riche et un empire haï, l'or et l'argent du Nouveau Monde, les galions, les ports fortifiés, les convois, et en face, l'Angleterre qui s'installe, qui grignote, qui s'accroche à des îles comme à des planches de salut. La Jamaïque, prise aux Espagnols en 1655, devient un pivot, un clou planté dans la chair de l'Empire espagnol. Port-Royal. Rien que le nom sonne comme une promesse. Un port profond, pratique, une rade où l'on peut mouiller, réparer, vendre, boire, recruter. Une ville qui pousse vite, trop vite, avec ses tavernes, ses entrepôts, ses maisons de bois, ses ruelles boueuses où l'on glisse entre des barils de sucre et des caisses de marchandises. On y entend toutes les langues. Anglais, français, néerlandais, espagnol parfois, jurons africains, prières marmonnées. On y voit des hommes qui portent encore la marque des fers, d'autres qui ont des cicatrices de sabre, d'autres qui ont des mains fines, mais des yeux durs parce qu'ils ont appris à compter et à tricher. Port-Royal n'est pas seulement un repère de débauche, comme on l'a souvent caricaturé, c'est une machine économique et militaire. Les gouverneurs anglais, selon les périodes, ferment les yeux, encouragent, régulent, puis répriment, puis encouragent à nouveau. Tout dépend des traités, des guerres, des humeurs de Londres, des besoins de la colonie. La frontière entre corsaires et pirates n'est pas une ligne, c'est une porte battante. Un jour, on vous donne une commission, un papier qui vous autorise à attaquer l'ennemi du moment. Le lendemain, le vent diplomatique tourne et le même acte devient un crime. La course, c'est la guerre privatisée. Une guerre où l'État délègue la violence à des capitaines qui arment des navires à leurs frais, recrutent des équipages et se pètent sur le butin. En théorie, c'est encadré. On doit viser les ennemis, respecter certaines règles, ramener les prises devant un tribunal de l'amirauté. En pratique, dans les Caraïbes des années 1660, c'est une zone grise immense. Les distances sont grandes, les communications lentes, les tentations constantes. Et l'espagnol, lui, est partout, à Cuba, à Porto Rico, à Hispaniola, sur la côte de terre ferme, et jusque dans ses avant-postes, qui semblent oubliés, comme la Floride. Les boucaniers, eux, ne sont pas des marins de la Royal Navy, ils sont un mélange. Des marins expérimentés, oui, capables de manœuvrer une voile sous grain, de sentir un changement de vent, de lire une houle, mais aussi des chasseurs devenus hommes de mer, des déserteurs, des artisans ruinés, des esclaves évadés, des engagés qui ont brisé leur contrat. Leur discipline n'est pas celle d'un navire de guerre, elle est contractuelle, presque commerciale. On signe des articles, des accords de partage, tant pour le capitaine, tant pour le maître canonnier, tant pour le chirurgien, tant pour celui qui perd un bras ou une jambe. Une économie de la mutilation, un barème de la douleur. Et c'est dans ce monde-là qu'apparaît Robert Searle.
Son nom aujourd'hui n'a pas la résonance d'un Morgan ou d'un L'Ollonais. Il n'a pas laissé derrière lui une légende épaisse, des mémoires, des portraits. Il est une silhouette dans les archives, un capitaine parmi d'autres. Un homme dont l'éclat principal tient en une date, 1668. Mais avant ce coup, il faut l'imaginer comme on imagine tant d'autres. Un Anglais des marges, formé par la mer, par la nécessité, par l'opportunité. On ne sait pas exactement où il est né, et ce flou n'est pas un détail. Il dit quelque chose de l'époque. Les hommes comme Searle ne naissent pas dans les chroniques. Ils naissent dans les registres paroissiaux, quand ils y sont. Ils naissent dans les ports, dans les familles qui n'ont pas de blason. Ils grandissent au milieu des cordages, des jurons, des coups de sifflet, des odeurs de poisson et de goudron. Ils apprennent tôt que le monde est vaste et que la loi est loin. Ce qui est certain, c'est qu'il est actif dans les Caraïbes anglaises, au moment où Port-Royal devient un aimant. Les années 1660, c'est une décennie de tensions permanentes. L'Angleterre sort des bouleversements politiques, la monarchie est restaurée et l'empire colonial cherche sa place. L'Espagne, elle, reste officiellement puissante, mais elle est étirée, surétendue, dépendante de routes maritimes longues et vulnérables. Les convois d'argent sont la colonne vertébrale. Coupez la colonne et tout vacille. Dans les tavernes de Port-Royal, on parle de prise comme on parle de récolte. On échange des informations. Un navire espagnol attendu à tel endroit, une ville mal défendue, un gouverneur corrompu, un pilote qui connaît un passage. L'information est une monnaie. Elle se paie en rhum, en promesses, en parts futures. Et elle circule vite parce que tout le monde a intérêt à ce qu'elle circule, jusqu'au moment où quelqu'un décide de la garder pour lui. Searle, pour devenir capitaine, doit franchir plusieurs seuils. D'abord, être reconnu comme marin compétent. Ensuite, être reconnu comme homme capable de tenir un équipage. Tenir, c'est le mot. Tenir des hommes qui ont faim, qui ont peur, qui ont des comptes à régler, qui boivent trop, qui se battent pour une couverture ou pour une femme. Tenir des hommes qui, souvent, n'ont pas grand-chose à perdre. Un capitaine boucanier n'est pas un aristocrate sur un pont propre. C'est un chef élu de fait, un homme dont l'autorité repose sur la promesse du butin et sur la capacité à survivre. Il faut aussi des navires, pas forcément de grands vaisseaux. Les boucaniers aiment les bâtiments rapides, des sloops, des brigantins, des barques armées de quelques canons. La vitesse est une arme, la surprise est une arme. Un navire léger peut se faufiler entre les îles, remonter un chenal, se cacher derrière une pointe, apparaître au petit matin devant une rade endormie, mais un navire léger a ses limites. Il porte moins de vivres, moins d'eau, moins de poudre. Il dépend des escales, des prises, des ravitaillements improvisés. La logistique dans ce monde est une obsession, l'eau douce surtout. Sans eau, un équipage devient fou. Les lèvres se fendent, la langue gonfle, les hommes se battent pour une gourde. On remplit des barriques à chaque occasion, on cherche des rivières, des sources. On débarque en hâte sur une plage inconnue, on envoie des hommes armés dans la mangrove. Et la mangrove, elle, n'est pas un décor exotique, c'est un piège. Moustiques, boue, racines, chaleur étouffante. La fièvre qui vous prend en 2 jours et vous laisse tremblant, inutile. La nourriture, c'est du biscuit dur, des salaisons, parfois du poisson, parfois de la viande boucanée. Le biscuit est plein de charançon, on le casse, on souffle, on mange quand même. Le rhum aide à oublier, mais il détruit la discipline. La poudre doit rester sèche, les mèches doivent être protégées, les armes entretenues. Un mousquet mal nettoyé, et c'est la mort au moment où il faut tirer. Un canon mal amarré, et il se retourne au roulis, écrase un homme, brise une jambe, transforme le pont en abattoir. Dans les Caraïbes, le temps est un adversaire. Les saisons comptent, les ouragans surtout. Un ouragan n'est pas une tempête. C'est une force qui efface les navires. Le ciel devient d'un gris sale, l'air se charge d'électricité, la mer se couvre d'écume, le vent hurle comme une bête. Les mâts craquent, les voiles se déchirent, les hommes prient, jurent, vomissent. Et après, il ne reste parfois qu'une planche, un baril, un corps. Alors on choisit ses fenêtres. On part quand les vents sont favorables, quand les courants aident. On évite certaines zones à certaines périodes. On écoute les vieux marins, ceux qui ont survécu, et on prend des risques quand même parce que la fortune ne se donne pas à ceux qui attendent. Searle apprend tout cela. Il apprend aussi l'autre face de la course, la politique. Parce que Port-Royal n'est pas une île indépendante, c'est une colonie anglaise, avec un gouverneur, un conseil, des marchands, des planteurs. Les planteurs veulent de la stabilité, des esclaves, des marchés. Les marchands veulent des cargaisons, des profits, des assurances. Les boucaniers veulent des cibles. Et le gouverneur, lui, veut tout à la fois, défendre la colonie, enrichir ses alliés, satisfaire Londres, éviter une guerre ouverte. Quand elle n'est pas souhaitée,
et parfois la provoquer quand elle est utile. Dans les années 1660, les relations anglo-espagnoles sont un jeu de tensions et de compromis. On signe des traités, on échange des protestations, on envoie des lettres, mais sur l'eau, les canons parlent plus vite que les diplomates. Un capitaine peut se retrouver en quelques semaines de serviteur du roi à criminel, et ce n'est pas seulement une question de morale, c'est une question de survie. Si vous êtes corsaire, vous pouvez vendre vos prises légalement, vous pouvez vous appuyer sur des tribunaux, vous pouvez espérer une protection. Si vous êtes pirate, vous êtes traqué, pendu ou livré aux Espagnols qui ne plaisantent pas. Les Espagnols, eux, ont leur propre système. Ils ont des forteresses, des garnisons, des milices. Ils ont des villes riches et des avant-postes pauvres. Ils ont des routes maritimes surveillées mais impossibles à protéger partout. Et ils ont une obsession, empêcher les étrangers de s'installer sur ce qu'ils considèrent comme leur domaine. La Floride, par exemple, n'est pas un Eldorado. Ce n'est pas une mine d'argent, c'est une frontière, une barrière. Un espace tampon entre les colonies anglaises au nord et les routes espagnoles au sud, un endroit où l'on tient plus par principe que par profit. Mais avant d'en arriver à la Floride, il faut comprendre comment un homme comme Searle se fabrique une réputation. La réputation dans la course est une monnaie aussi. Un capitaine connu attire des hommes attirent des investisseurs permettent d'armer un navire armé permet de prendre des prises, les prises nourrissent la réputation. C'est un cercle. Et c'est un cercle violent parce que la réputation se gagne par des actes qui frappent les esprits. Une attaque audacieuse, une prise riche, une évasion spectaculaire, une cruauté qui fait peur, ou au contraire une discipline qui rassure. Searle, pour exister dans ce milieu, doit se situer. Est-il un homme de discipline, capable de mener une opération propre, de partager équitablement, de maintenir l'ordre? Ou est-il un homme de terreur qui impose par la peur? Souvent, les capitaines sont un mélange. Ils savent sourire aux marchands et menacer leurs propres hommes. Ils savent promettre et punir. Ils savent écrire une lettre polie à un gouverneur et le lendemain incendier un village. Le monde boucanier est aussi un monde de coalition. Rarement un seul navire suffit pour un coup important. On s'associe, on forme des flottilles temporaires, on partage les risques. Mais ces alliances sont fragiles. Chaque capitaine veut sa part. Chaque équipage a ses attentes. Et au moment du partage, les disputes éclatent. On accuse le capitaine de tricher, on accuse le quartier-maître de favoriser ses amis, on accuse le chirurgien de gonfler les indemnités. Les armes sortent vite. La mer ne pardonne pas les querelles, mais les hommes les portent avec eux. Dans les tavernes, on recrute, on promet des parts. On décrit la cible comme facile, on minimise les risques. On parle d'un port mal gardé, d'un navire lourd, d'une garnison endormie. On fait briller les yeux. Et puis on embarque des hommes qui ne se connaissent pas, qui viennent de nations différentes, qui ont des rancunes anciennes. Il faut les transformer en équipage. Il faut leur donner un rythme, quart, manœuvre, entretien des armes, exercice. Il faut aussi leur donner des moments de relâche, sinon ils explosent. La violence dans ce monde n'est pas un accident. C'est un outil. On torture parfois pour obtenir des informations. On prend des otages pour obtenir des rançons. On menace de brûler pour faire ouvrir un coffre. Et le feu encore revient. Le feu comme langage universel. Une torche dans une maison de bois et tout le quartier peut partir. Une mèche sur un magasin de poudre et c'est la fin. Les villes coloniales le savent. Les boucaniers le savent. Tout le monde vit avec cette peur. Searle évolue dans un espace où l'Angleterre n'est pas un bloc. Il y a les autorités officielles et il y a les intérêts privés. Un gouverneur peut condamner publiquement les excès des boucaniers tout en profitant discrètement de leur prise. Un marchand peut financer une expédition et si elle tourne mal, prétendre n'avoir rien su. Un capitaine peut brandir une commission et si on l'arrête, dire qu'il a agi pour le bien de la couronne. Tout le monde se couvre, tout le monde ment un peu. Tout le monde sait que la vérité est flexible. Dans ce contexte, la figure du capitaine est une aspiration. Être capitaine, ce n'est pas seulement commander, c'est être quelqu'un. Avoir un nom qui circule, être invité à la table des hommes importants, ou au moins toléré dans leur antichambre, porter une épée, un chapeau de meilleure qualité, une veste moins rapiécée, acheter une maison peut-être, acheter des terres peut-être, se rapprocher de la respectabilité sans jamais l'atteindre complètement. Searle, comme beaucoup, marche sur cette corde. Il veut le statut, mais il vit de l'instabilité. Il veut être reconnu, mais il dépend d'hommes qui peuvent le trahir. Il veut des coups rentables, mais chaque coup augmente le risque d'être traqué. Et il y a toujours cette menace. La mer, la maladie, la balle perdue, le canon qui éclate, la tempête qui vous avale. Les Caraïbes des années 1660 sont aussi un espace de circulation intense. Les navires ne transportent pas seulement des marchandises, ils transportent des nouvelles.
une rumeur de guerre en Europe, une rumeur de traité, une rumeur de flotte espagnole en route, une rumeur de trésor. Les rumeurs sont souvent fausses, mais elles suffisent à mettre des hommes en mouvement, et quand des hommes armés se mettent en mouvement, les frontières brûlent. On imagine parfois les boucaniers comme des marginaux isolés. En réalité, ils sont intégrés à une économie. Ils vendent leurs prises à des marchands qui les écoulent ensuite. Ils achètent des armes, de la poudre, des voiles, des cordages. Ils paient des charpentiers de marine, des calfats, des forgerons. Ils fréquentent des tavernes qui vivent de leur argent. Ils alimentent une ville entière. Port-Royal, dans ces années-là, prospère sur cette violence. Et l'Angleterre, à distance, profite aussi, parce que chaque prise espagnole affaiblit un rival, parce que l'argent circule, parce que les colonies se défendent mieux quand elles ont des hommes habitués au combat. La course est une forme de guerre asymétrique, une guerre où l'on frappe vite, où l'on disparaît, où l'on oblige l'ennemi à dépenser pour se protéger. Mais cette logique a un prix. Elle crée des hommes qui ne savent plus vivre autrement, des hommes pour qui la paix est une menace, parce qu'elle signifie la fin des commissions, la fin des cibles légitimes, la fin des profits. Quand la diplomatie se calme, ces hommes ne rentrent pas tous sagement au port. Certains deviennent pirates. D'autres cherchent des zones où la loi est plus floue. D'autres meurent. Searle, lui, est de cette génération qui profite d'une fenêtre où l'on peut encore frapper fort, où les défenses espagnoles ont des trous, où les autorités anglaises ont besoin de ces hommes sans trop les contrôler. Une fenêtre où un capitaine peut se faire un nom en un seul raid. Pour comprendre comment il se prépare, il faut sentir la géographie mentale des boucaniers. Ils connaissent les îles comme des repères, la Jamaïque, bien sûr, avec ses montagnes bleues au loin, ses plantations, ses ports, les Caïmans parfois pour se cacher, les Bahamas, labyrinthe de bancs de sable et de chenaux, où un pilote local vaut de l'or, les côtes de Cuba, dangereuses mais riches en trafic, les passages entre les îles, où l'on peut intercepter un navire isolé. Ils connaissent aussi les vents, les alizés qui soufflent régulièrement, qui poussent vers l'ouest, les courants qui vous emportent si vous ne les respectez pas, les zones de calme plat où un navire reste immobile, voile pendante, sous un soleil qui écrase, pendant que l'eau diminue et que les hommes deviennent nerveux. Ils connaissent les signes, la couleur de l'eau qui change près d'un banc, les oiseaux qui indiquent la terre, l'odeur d'une côte avant même de la voir. Et ils connaissent les ports espagnols, ou du moins ce qu'on en raconte. Les ports riches, fortifiés, difficiles, et les ports pauvres, négligés, où la garnison manque de poudre, où les murs sont vieux, où les sentinelles s'endorment. Les boucaniers ne cherchent pas l'honneur. Ils cherchent le point faible. Dans les années 1660, l'Espagne a des raisons d'être inquiète. Les attaques se multiplient. Les corsaires anglais, français, néerlandais frappent ici et là. Les Espagnols renforcent certaines places, mais ils ne peuvent pas tout renforcer. Ils doivent choisir. Et quand on choisit, on laisse des trous. Searle se forme dans cette logique. Repérer le trou, frapper, repartir. Il apprend que la mer est un écran de fumée. On peut disparaître derrière une île, changer de pavillon, se faire passer pour un marchand, approcher une côte de nuit. On peut aussi se tromper et alors tout s'effondre. Un récif, un vent contraire, un pilote qui ment, un prisonnier qui donne de fausses informations. La chance est une compagne capricieuse. Il y a aussi la question des hommes. Un équipage boucanier est souvent composé d'individus qui ont leur propre code. Ils veulent leur part. Ils veulent être consultés. Ils veulent que le capitaine respecte les articles. Un capitaine qui triche peut être abandonné, voire tué. Ce n'est pas une démocratie moderne. C'est une communauté de prédateurs qui a besoin de règles pour ne pas se dévorer elle-même. Le quartier-maître, par exemple, est une figure importante. Il représente souvent l'équipage face au capitaine. Il supervise le partage. Il veille à ce que les décisions ne soient pas purement arbitraires. Cela limite le pouvoir du capitaine, mais cela lui donne aussi une structure. Searle, s'il veut durer, doit composer avec ses équilibres. Il doit être assez dur pour imposer, assez juste pour être suivi. Et puis, il y a la violence envers les autres, celle qui fait la réputation. Les boucaniers savent que la peur peut ouvrir des portes plus vite qu'un siège. Ils savent que la menace d'incendie, la menace de massacre peut faire céder une ville, mais ils savent aussi que trop de cruauté peut se retourner contre eux. Une garnison qui se bat jusqu'au bout, des habitants qui cachent tout, des autorités qui jurent vengeance. La terreur est un outil, mais c'est un outil qui laisse des traces. Searle, dans ces années-là, est un homme qui navigue entre ses nécessités. Il n'est pas un idéologue. Il n'est pas un missionnaire. Il est un professionnel de la prise. Un homme qui comprend que la mer est un marché et que la guerre est une opportunité. On le voit dans la manière dont les expéditions se montent. Il faut des armes, mousquets, pistolets, sabres, grenades parfois.
Il faut des munitions. Il faut des hommes capables de débarquer, de marcher dans la chaleur, de porter des charges, de escalader des palissades. Il faut des pilotes qui connaissent les passes. Il faut des interprètes, parfois, ou au moins des hommes qui baragouinent l'espagnol. Il faut des chirurgiens, parce que les blessures sont inévitables. Un chirurgien de bord, ce n'est pas un médecin de cour. C'est un homme avec des scies, des aiguilles, de l'alcool, des bandages. Il coupe vite, il cautérise, il sauve parfois, il tue souvent sans le vouloir. Il faut aussi des contacts à terre, des informateurs, des marchands qui ont des correspondants dans les ports espagnols, des prisonniers relâchés contre promesse, des esclaves qui ont entendu des choses, des pêcheurs qui connaissent les courants. La course n'est pas seulement une affaire de canon, c'est une affaire de réseau. Port-Royal encore est le nœud. On y croise des hommes qui ont servi dans des armées, des hommes qui ont navigué jusqu'aux côtes d'Afrique, des hommes qui ont vu les ports d'Europe. On y croise des prédicateurs qui dénoncent le vice et qui, parfois, acceptent une donation. On y croise des fonctionnaires qui ferment les yeux contre une part. On y croise des femmes qui tiennent des tavernes, qui prêtent de l'argent, qui recueillent des informations. C'est un monde où tout se vend, même le silence. Searle, pour préparer un coup, doit aussi penser à l'après, ou vendre le butin, ou écouler des marchandises espagnoles sans attirer trop d'attention. Comment partager sans déclencher une mutinerie? Comment éviter que les autorités anglaises, sous pression diplomatique, ne décident de faire un exemple? Parce que cela arrive. Parfois, un gouverneur doit montrer qu'il contrôle. Il arrête un capitaine, il confisque une prise, il fait pendre quelques hommes, et la foule qui hier applaudissait regarde ailleurs. Cette précarité est au cœur du métier. On vit dans l'instant, on dépense vite, on boit vite, on joue vite, on achète des vêtements, des armes, des bijoux, on paie des dettes, on en contracte d'autres, on se bat, on se réconcilie, et puis on repart, parce que rester, c'est risquer d'être rattrapé par la justice, par un créancier, par un ennemi. Dans ce monde, la mort est banale. Pas seulement la mort au combat. La mort par maladie, dysenterie, fièvre, scorbut. La mort par accident, une chute du mât, un canon qui éclate, une lame qui glisse. La mort par violence interne, une dispute, un duel, une vengeance. La mer est un cimetière sans pierre. Et pourtant, malgré tout, des hommes comme Searle continuent, parce que l'alternative est souvent pire. Revenir en Angleterre sans argent, c'est revenir à la misère. Rester dans une colonie comme simple ouvrier, c'est travailler sous le soleil pour un salaire maigre. La course offre une possibilité de saut social, même si ce saut se fait au-dessus d'un gouffre. Le nom de Searle commence à circuler dans ce contexte de fin des années 1660, quand les boucaniers anglais cherchent des cibles nouvelles. Les Espagnols renforcent certains ports, les prises faciles se raréfient, la concurrence entre capitaines augmente, alors on regarde plus loin, on regarde des endroits moins évidents, des endroits qui ne sont pas au centre des routes d'argent mais qui ont une valeur symbolique et stratégique, des endroits où l'on peut frapper l'Espagne là où elle se croit encore chez elle. La Floride espagnole, vue depuis Port-Royal, n'est pas un lieu de richesse immédiate, c'est un bord du monde. Une côte longue, dangereuse, avec des bancs de sable, des courants traîtres, des tempêtes, mais c'est aussi une frontière mal tenue, une frontière où les distances entre les postes sont grandes, une frontière où une capitale comme Saint-Augustine existe presque par obstination, par nécessité géopolitique, plus que par prospérité, et c'est là que l'idée d'un raid peut naître, pas comme un caprice, comme un calcul. Un calcul nourri par des rumeurs, des cartes imparfaites, des témoignages de marins, des récits de prisonniers. Un calcul qui dit, si l'on frappe là, l'effet sera immense. Le butin peut être modeste, mais l'impact, lui, sera énorme. Et l'impact, dans la course, peut valoir autant que l'or. Parce qu'il ouvre d'autres portes, il attire d'autres hommes, il fait trembler des gouverneurs. Searle est un produit de cette époque où l'on peut encore croire qu'un coup audacieux suffit à changer une vie. Il n'est pas seul. Il n'est pas un météore isolé. Il est un point dans un réseau de violence organisée, semi-officielle, alimenté par des ports anglais, par des marchands, par des gouverneurs ambigus, par des équipages qui vivent au bord du couteau. Le feu sur la frontière, pour l'instant, n'est encore qu'une lueur dans les conversations, une image dans les esprits, une promesse murmurée entre deux gorgées de rhum, entre deux cartes étalées sur une table collante, entre deux jurons, mais la lueur est là. Et quand une lueur apparaît dans ce monde, elle finit rarement par s'éteindre d'elle-même. Elle cherche du bois, elle cherche du vent, elle cherche une ville, la Floride. Rien que le mot, dans la bouche d'un marin de Port-Royal, a quelque chose de sec et de lointain, comme un rivage qu'on n'a jamais vu mais qu'on redoute déjà. Ce n'est pas la terre ferme où l'on rêve d'argent, ce n'est pas Cuba où l'on sait qu'il y a du trafic, ce n'est pas Carthagène où
Veracruz, c'est non lourd, plein de murailles et de canons. La Floride espagnole, c'est une bordure, une couture mal protégée. Une ligne de sable et de pins, de marécages et de moustiques, de passes traîtresses et de courants qui vous tirent comme des mains invisibles. Et pourtant, au milieu de cette marge, il y a une capitale au sens espagnol du terme, un point d'autorité, un drapeau, une église, un gouverneur, une garnison, Saint Augustine, San Agustín. Pour comprendre pourquoi un boucanier anglais irait risquer sa peau là-haut, il faut se défaire d'une idée moderne, celle que les villes coloniales se ressemblent, qu'elles sont toutes des comptoirs de commerce, des ports pleins de richesses. Saint-Augustine n'est pas cela. Saint-Augustine est un verrou posé sur la côte atlantique, face aux Bahamas, face aux routes qui montent et descendent le long du Gulf Stream, face à ces eaux où passent des navires, des nouvelles, des hommes. Un verrou qui, en théorie, doit empêcher les étrangers, français hier, anglais aujourd'hui, de s'installer trop près des routes espagnoles et de menacer à terme le cœur du système, les convois, les ports, la circulation de l'argent et des marchandises. Mais un verrou, pour tenir, a besoin de métal, de soldats payés, de poudre, de vivres, de murs entretenus. Et la Floride, au XVIIe siècle, n'est pas une province qui nourrit l'Empire, c'est une province que l'Empire nourrit. On y envoie des subsides, des citois d'eau, des cargaisons d'argent et de provisions pour payer la garnison, pour maintenir l'administration, pour faire tenir debout une présence espagnole qui, sans cela, s'effondrerait sous son propre poids. C'est une colonie de nécessité, pas de profit. Et ce détail, dans la tête d'un capitaine de course, change tout. À Port-Royal, l'information arrive en fragments. Un marin qui a longé la côte, un pilote qui a navigué près des Bahamas, un prisonnier espagnol qui a parlé trop vite pour sauver sa peau, un marchand qui a entendu dans un autre port que la Floride manque de tout. On ne possède pas une carte parfaite. On possède des morceaux de vérité, des rumeurs qui s'emboîtent, des noms de passes, des descriptions, de barres de sable, des indications sur les marées. Et dans ce monde, un morceau de vérité vaut parfois plus qu'un coffre de pièces, parce qu'il ouvre une route. Saint-Augustine, vue depuis la mer, n'est pas une silhouette de pierre comme les grandes places espagnoles. C'est une ville de bois, de palissades, de maisons basses, de toits qui souffrent sous le vent salé, une ville qui vit avec l'humidité, avec la chaleur, avec les insectes, une ville où l'on entend les cloches, où l'on sent la fumée des foyers, où l'on voit des jardins maigres, des porcs, des poules, des hommes en uniforme usé. Une ville qui a une fortification, le Castillo de San Marcos, lui, n'existe pas encore en pierre à cette date. La grande forteresse de Coquina viendra plus tard, justement parce que des coups comme celui de 1668 auront montré l'urgence. En 1668, on parle plutôt d'un fort en bois, de défenses qui peuvent être solides contre un raid improvisé, mais qui restent vulnérables à la surprise, à la ruse, à la brutalité. Et la surprise, c'est la spécialité des boucaniers. Le paradoxe, c'est que Saint-Augustine est à la fois loin et proche. Loin parce qu'il faut quitter les eaux familières des Antilles, remonter vers le nord, affronter des courants, des vents qui ne se laissent pas commander, des bancs de sable qui changent. Proche parce que les Bahamas forment un tremplin, un labyrinthe, où l'on peut se cacher, se ravitailler, attendre, observer, les îles basses, les quais, les chenaux étroits, un paradis pour les navires légers, un enfer pour les gros bâtiments. Et les boucaniers, eux, aiment les navires qui se glissent, ils aiment les coques qui n'ont pas besoin de profondeur. Ils aiment les voiles qu'on peut réduire vite, les embarcations qu'on peut mettre à l'eau sans cérémonie. Dans les tavernes, on ne dit pas « allons attaquer la Floride ». On dit « là-haut, il y a une ville qui ne s'attend pas à nous ». On dit « ils ont des vivres, des munitions, des marchandises, et surtout des gens qui valent une rançon ». On dit « ils ont un gouverneur qui doit répondre à la Havane, et la Havane déteste être humiliée ». On dit « un coup là-bas, et tout le monde en parlera ». Et dans ce milieu, être parlé, c'est exister. Robert Searle, à ce moment-là, n'est pas un nom gravé dans le marbre, il est un capitaine qui cherche à consolider sa place. Il lui faut une opération qui fasse taire les doutes, qui attire les hommes, qui convainque les investisseurs, parce qu'un raid, ce n'est pas seulement une affaire de courage, c'est une affaire de crédit. On arme un navire avec de l'argent avancé, avec des marchandises prêtées, avec des promesses. On achète de la poudre, des balles, des mèches, des armes de rechange. On stocke des barriques d'eau, des salaisons, du biscuit. On embarque des haches, des leviers, des cordes, tout ce qui sert à forcer une porte, à escalader une palissade, à traîner un canon si on en a besoin. Et chaque objet a un poids. Chaque barrique prend de la place. Chaque homme consomme. La préparation, c'est d'abord la navigation. Remonter vers la Floride, ce n'est pas suivre une route de commerce bien balisée.
c'est longer des côtes où l'on peut se perdre. Les cartes existent, mais elles mentent par omission. Les bancs de sable se déplacent, les passes sans sable. Les tempêtes redessinent les entrées. Un capitaine peut avoir une carte et mourir quand même. Parce que la carte ne dit pas la couleur de l'eau au bon moment, ne dit pas la houle qui casse sur une barre, ne dit pas le vent qui tourne au mauvais endroit. Alors on cherche un pilote. Un homme qui a déjà vu ses eaux, un homme qui sait lire les signes, la ligne d'écume qui trahit un haut fond, la teinte plus claire qui annonce le sable, la manière dont les oiseaux tournent au-dessus d'une passe. Un pilote dans ce monde est une arme, et une arme rare. Il faut le payer, le convaincre, parfois le menacer. Il faut aussi se demander s'il ne vous trahira pas, parce qu'un pilote peut vous mener sur un récif aussi facilement qu'il peut vous mener au but. Et un récif, c'est une exécution sans procès. Ensuite, il y a le renseignement sur la cible. Sainte-Augustine n'est pas un port où l'on entre comme dans une rade des Antilles. Il y a une barre, il y a une entrée, il y a des courants, il y a des sentinelles, il y a des canons, même si peu. Il y a des miliciens, des habitants armés, des Indiens alliés parfois, des esclaves, des serviteurs. Une ville coloniale, même pauvre, n'est pas un troupeau sans défense. Elle a des réflexes, elle a des alarmes, elle a des cloches, elle a des hommes qui savent que la mer apporte la mort. Et pourtant, la Floride a une faiblesse structurelle, l'isolement. Les renforts ne sont pas à une journée de marche. Ils sont à des semaines de navigation. La Havane est loin. Les autres postes espagnols sont dispersés. La communication est lente. Un raid rapide peut frapper et repartir avant que la réponse ne se forme. C'est la logique même de la course. Frapper là où l'ennemi ne peut pas concentrer sa force à temps. Searle doit donc penser comme un voleur professionnel, pas comme un conquérant. Il ne vient pas pour tenir la ville. Il vient pour la vider, pour la terroriser juste assez, pour prendre ce qui se prend vite, argent, marchandises, armes, vivres, et surtout des otages. Parce que les otages, eux, se transforment en argent même quand la ville n'en a pas. Un officier, un religieux, un notable. On les emmène, on négocie, on échange contre une rançon, contre des provisions, contre des promesses. C'est une économie de la chair, une économie froide. Mais pour cela, il faut des hommes capables de débarquer, et débarquer en Floride, ce n'est pas débarquer sur une plage de carte postale. C'est souvent une côte basse, des dunes, des herbes coupantes, des marais derrière. La chaleur colle, les moustiques attaquent en nuée, l'eau douce est rare et parfois saumâtre. On marche dans du sable qui avale les pieds. On porte des armes qui rouillent, on transpire dans des chemises épaisses, et on sait qu'à chaque minute, la surprise s'érode. La surprise, justement, se fabrique. Elle se fabrique par le silence, par la nuit, par la discipline. Et la discipline, chez les boucaniers, est toujours un pari. Un équipage hétéroclite, excité par la promesse du butin, peut se transformer en foule incontrôlable au moment crucial. Un homme boit trop, un autre tire trop tôt, un troisième se met à crier, et tout est perdu. Les cloches sonnent. Les habitants se rassemblent, les portes se ferment, les canons se chargent, la ville devient un piège. Alors le capitaine doit être dur. Il doit imposer des règles avant même de voir la côte. Il doit rappeler les articles. Il doit promettre des parts, mais aussi des punitions. Il doit faire comprendre que le premier qui rompt le silence met en danger la vie de tous. Et dans ce monde, l'argument le plus convaincant n'est pas moral. Il est pratique, il est brutal, il est immédiat. On imagine souvent les raids comme des improvisations. En réalité, ils sont des opérations, même quand elles sont menées par des hommes qui sentent le rhum et la poudre, même quand elles se décident dans une taverne, elles exigent une planification. Combien d'hommes à terre? Combien restent à bord pour garder le navire, pour manœuvrer, pour couvrir la retraite? Où se fait le point de rassemblement si l'attaque se disperse? Quel signal utilise-t-on? Un coup de sifflet? Une lanterne? Un feu sur une hauteur? Le feu encore. Le feu comme repère, le feu comme menace, le feu comme langage. Et puis il y a la question du pavillon. Approcher une côte espagnole sous pavillon anglais, c'est annoncer la guerre. Approcher sous un pavillon neutre ou sous un pavillon espagnol capturé, c'est gagner des minutes qui valent des vies. Les boucaniers sont des acteurs. Ils savent tisser un drapeau au bon moment. Ils savent jouer le marchand, le pêcheur, le navire en détresse. Ils savent que la mer est un théâtre où l'on ment pour survivre. Sainte-Augustine, de son côté, vit dans une tension permanente. La ville a été fondée au XVIe siècle, elle a déjà connu des attaques, des menaces, des incendies. Elle sait que les étrangers rôdent, elle sait que les Anglais, au nord, s'installent, grandissent, avancent. Les colonies anglaises de la côte atlantique ne sont pas une rumeur, elles sont une réalité qui se renforce, et la Floride est censée être un rempart, mais un rempart, quand il est mal entretenu, devient une illusion.
Dans les rues de Sainte-Augustine, on ne marche pas sur des pavés réguliers. On marche sur du sable, sur de la terre battue, sur des planches. Les maisons sont proches, vulnérables au feu. Les réserves sont précieuses. Les habitants vivent avec l'idée que tout peut manquer. La farine, le vin, l'huile, la poudre. Les navires de ravitaillement ne viennent pas quand on le souhaite, ils viennent quand ils peuvent. Et quand ils ne viennent pas, on serre la ceinture. On prie, on attend, on survit. Cette fragilité est exactement ce que cherche un homme comme Searle. Non pas par sadisme pur, même si la violence est là, toujours prête. Par calcul. Une ville fragile cède plus vite. Une ville fragile négocie. Une ville fragile donne des otages. Une ville fragile brûle. Mais il y a une autre dimension. La valeur symbolique. Attaquer Sainte-Augustine, ce n'est pas seulement prendre des biens. C'est frapper l'Espagne sur une frontière qu'elle prétend contrôler. C'est montrer que la mer n'appartient à personne. C'est envoyer un message à La Havane, à Madrid, au gouverneur. Vos avant-postes ne sont pas intouchables. Et ce message, dans les années 1660, a un poids énorme, parce que l'Empire espagnol repose aussi sur une idée, l'idée de sa propre permanence, de sa propre autorité. Quand une petite ville brûle, ce n'est pas seulement du bois qui part en fumée, c'est une certitude qui se fissure. À Port-Royal, ce genre de coup fait rêver, pas seulement les hommes de mer, les marchands aussi. Parce qu'un raid réussi, c'est du butin à vendre, des tissus, des outils, des armes, des objets liturgiques parfois, des marchandises, qui, une fois passées par les mains d'un receleur respectable, deviennent légitimes. Et Port-Royal, c'est blanchir la violence. Port-Royal, c'est transformer une prise en profit. On débarque des ballots, on les stocke, on les revend. On ferme les yeux sur l'origine. On parle de marchandises de prise. On fait des papiers, on graisse des pattes, et la ville continue de prospérer. Searle, pour monter une expédition vers la Floride, doit donc convaincre plusieurs cercles. D'abord ses hommes, leur faire accepter une route plus longue, plus risquée, vers des eaux moins connues. Ensuite des partenaires, d'autres capitaines peut-être, ou des investisseurs. Parce qu'un seul navire peut suffire à un raid, mais plusieurs navires augmentent les chances. Plus d'hommes, plus de canons, plus de capacité à emporter du butin, plus de sécurité en cas de poursuite. Mais plusieurs navires, c'est aussi plus de disputes. Plus de bouches, plus de parts à partager, plus de risques de trahison. La trahison dans ce monde n'est pas un drame exceptionnel, c'est une possibilité permanente. Un homme peut parler, un homme peut déserter, un homme peut vendre l'information à un autre capitaine, un homme peut prévenir les Espagnols, par peur, par intérêt, par vengeance. Et comme les communications sont lentes, on ne sait jamais vraiment ce que l'ennemi sait. On part avec une part d'ombre, on part en espérant que l'ombre est du côté de l'ennemi. Il y a aussi la question des autorités anglaises. Un raid contre une place espagnole peut être toléré, encouragé, ou au contraire devenir embarrassant selon le climat diplomatique. Les gouverneurs coloniaux jouent souvent double jeu. Ils aiment les boucaniers quand ils apportent de l'argent et affaiblissent-les. Espagne, ils les détestent quand ils attirent des représailles ou des plaintes officielles. Un capitaine comme Searle doit donc naviguer non seulement sur la mer, mais dans un brouillard politique. Il lui faut, si possible, une couverture. Une commission, un papier, même fragile, même ambigu, un morceau de légalité à brandir si les choses tournent mal. Et pourtant, au moment où l'on met les voiles, ce papier ne protège de rien. Il ne protège pas du vent, il ne protège pas des récifs, il ne protège pas des maladies, il ne protège pas d'un boulet espagnol, il ne protège pas d'un équipage qui se retourne. La course est un métier où l'on signe des contrats avec l'encre, mais où l'on les exécute avec le sang. La route vers la Floride impose un autre type de vigilance. Les Caraïbes, malgré leurs dangers, sont un monde connu des boucaniers, des îles où l'on peut se cacher, des ports où l'on peut vendre, des mouillages où l'on peut réparer. En remontant vers le nord, on s'éloigne de ces refuges, on s'approche de zones où l'Espagne peut avoir des patrouilles, des navires de garde-côte, des embarcations rapides. On s'approche aussi de zones où les tempêtes atlantiques peuvent surprendre. Le ciel change, la mer change, la houle devient plus longue, plus lourde. Les nuits peuvent être plus fraîches. Et cette fraîcheur, après des mois de chaleur, peut tromper. On se croit en sécurité, on baisse la garde, et c'est là que l'accident arrive. Dans l'esprit d'un capitaine, la Floride est aussi un espace de navigation difficile, parce qu'il faut combiner plusieurs éléments. Les courants, les marées, les barres de sable, et la nécessité d'arriver sans être vu. On ne veut pas apparaître en plein jour, au large, comme une silhouette évidente. On veut se glisser. On veut approcher à l'aube ou de nuit, quand les sentinelles ont les yeux lourds, quand la brume peut masquer un mât, quand le bruit des vagues couvre le bruit des avirons. Les avirons, justement.
Les boucaniers utilisent souvent des canots, des chaloupes, des embarcations légères pour débarquer. On rame en silence, on sent l'eau éclabousser, on sent le bois humide sous les mains, on entend la respiration des hommes, on entend parfois un juron étouffé, on voit au loin une lueur, une fenêtre, une torche, un feu de garde, le feu sur la frontière, pas encore l'incendie, juste la petite flamme qui dit « Il y a des hommes ici, il y a une veille, il y a une peur ». Et cette peur, les boucaniers la connaissent. Ils la portent aussi. Ils ne sont pas des machines. Ils ont peur d'être repérés trop tôt, peur de tomber sur une patrouille, peur de se perdre dans un marais, peur de manquer d'eau, peur de se faire couper la retraite. Parce que la retraite est tout. Un raid réussi, c'est un raid dont on revient. On peut perdre des hommes, oui, c'est presque attendu, mais on ne peut pas perdre le navire. Le navire, c'est la vie. Sans navire, on est un fugitif sur une côte étrangère, un homme traqué, un homme qui finira pendu ou vendu, alors on prépare la retraite dès le départ, ou mouillé. À quelle distance de la ville? Trop près et on risque d'être attaqué. Trop loin et on perd du temps à transporter le butin et les otages. On choisit un mouillage abrité, si possible derrière une pointe, dans une anse où l'on peut surveiller l'horizon. On place des sentinelles. On garde des hommes à bord, armes prêtes. On prévoit des signaux. On prévoit des barques de secours. On prévoit même parfois la possibilité de brûler ce qu'on ne peut pas emporter pour ne pas laisser à l'ennemi de quoi se défendre. La Floride en 1668 n'est pas un désert humain. Il y a des populations autochtones, des réseaux d'alliances, des tensions. Les Espagnols ont des missions, des villages, des relations complexes avec les peuples locaux. Pour un boucanier, cela ajoute une couche d'incertitude. On ne sait pas toujours qui est allié à qui donnera l'alerte, qui guidera. Les Espagnols qui au contraire profitera du chaos. La frontière n'est pas une ligne nette. C'est un tissu de relations. Et dans ce tissu, un raid peut déchirer plus que prévu. Searle, en préparant son coup, doit aussi penser à la psychologie de la cible. Une ville comme Saint-Augustine vit avec la mémoire des attaques. Cette mémoire peut produire deux réactions opposées, la panique ou la résistance. Si la garnison est faible, si les habitants sont fatigués, si les vivres manquent, la panique peut l'emporter. On fuit, on cache ce qu'on peut. On se réfugie dans le fort. On abandonne les maisons, et alors le raid devient un pillage rapide, presque mécanique. Mais si la ville a un gouverneur énergique, si la milice est prête, si les habitants ont des armes, la résistance peut être féroce. Et un boucanier n'aime pas les sièges. Un boucanier n'aime pas perdre du temps. Le temps, c'est l'ennemi. Le temps, c'est la possibilité que des renforts arrivent, que la mer change, que la chance tourne. C'est là que la terreur devient un outil. On ne vient pas seulement avec des mousquets. On vient avec une réputation, on vient avec des histoires, on vient avec l'idée que si la ville ne cède pas, elle brûlera. Et dans une ville de bois, cette idée est plus persuasive que n'importe quel discours. Le feu est une arme stratégique. Il ne sert pas seulement à détruire, il sert à convaincre. Dans les jours qui précèdent un raid, l'équipage change, on le sent. Les hommes parlent moins ou parlent trop. Certains aiguisent leurs lames, d'autres vérifient leurs pierres à feu, leurs mèches, leurs charges. On nettoie les mousquets, on graisse les mécanismes. On répartit les munitions, on prépare des sacs pour emporter ce qui sera pris. On discute du partage, encore et encore, parce que le partage est la colle du groupe. Un homme qui croit qu'on va le voler devient dangereux. Un homme qui croit qu'il aura sa part accepte de risquer sa vie. Le capitaine, lui, doit montrer une assurance qui n'est pas toujours réelle. Il doit être celui qui sait, même quand il ne sait pas. Il doit donner des ordres clairs. Il doit trancher les disputes. Il doit écouter les pilotes, les vieux marins, les hommes qui ont déjà attaqué des villes. Il doit aussi surveiller les ambitieux, ceux qui rêvent de prendre sa place, parce qu'un raid est un moment où l'autorité peut se fissurer. Si le capitaine hésite, si le plan semble mauvais, si les pertes accumulent, l'équipage peut décider qu'un autre ferait mieux. Et alors, la violence se retourne vers l'intérieur. Searle, dans cette préparation, n'est pas un romantique. Il est un homme de calcul. Il sait que Saint-Augustine n'est pas riche comme une grande ville, mais il sait aussi que la richesse n'est pas seulement dans les coffres, elle est dans les vivres, dans les armes, dans les objets qu'on peut revendre, dans les otages, elle est dans l'effet produit. Un raid sur Saint-Augustine, c'est un coup de marteau sur une porte. Même si la porte ne cède pas complètement, le bruit résonne loin. Et ce bruit, il résonne aussi dans les cercles espagnols. La Floride est surveillée, mais mal. Les Espagnols savent que les boucaniers rôdent, mais ils ne savent pas toujours où. Ils reçoivent des rapports, des lettres, des plaintes. Ils savent que la Jamaïque est un nid de corsaires. Ils savent que Port-Royal est une plaie ouverte. Ils savent que les Anglais officiellement peuvent nier, mais que les navires partent quand même.
Et cette connaissance crée une tension permanente. On vit en attendant l'attaque, sans savoir quand elle viendra. Dans une ville comme Sainte-Augustine, cette attente se traduit par des gestes quotidiens. On ferme les portes plus tôt. On garde des armes à portée, on surveille la mer. On écoute les rumeurs. On se méfie des navires inconnus. On se méfie même des navires connus parce qu'un pavillon peut mentir. On se méfie des étrangers, des pêcheurs, des voyageurs. La frontière ici n'est pas seulement géographique, elle est mentale. Elle est dans la manière dont on regarde l'horizon. Et l'horizon en Floride est trompeur. La côte est basse. Les navires peuvent apparaître tard. La lumière change vite. Une brume peut masquer une voile. Un grain peut cacher une approche. La mer peut être calme, presque immobile. Et soudain, un mât se dessine. Une silhouette, un signe. Et alors, la ville retient son souffle. Pour Searle, la Floride est aussi une manière de contourner la concurrence. Dans les Caraïbes, les cibles sont disputées. Les capitaines se croisent, se surveillent, se volent des informations. Un navire espagnol repéré aujourd'hui peut être pris demain par un autre. Une ville attaquée récemment est sur ses gardes. Les prises faciles se raréfient. Alors on cherche des cibles improbables. Des cibles qui ne sont pas au centre des routes, mais qui sont assez isolées pour être vulnérables. Sainte-Augustine est exactement cela. Une capitale de frontières, importante par sa fonction, fragile par ses moyens. Il y a aussi une dimension presque personnelle dans ce genre de choix. Un capitaine veut laisser une trace, pas une trace écrite, pas un livre, une trace dans les conversations, un nom associé à un lieu. C'est lui qui a frappé là. Et dans un monde où tant d'hommes meurent sans sépulture, sans mémoire, cette association est une forme de victoire, une victoire fragile, mais une victoire. La préparation d'un raid, enfin, c'est aussi la préparation morale. Si l'on peut employer ce mot dans un univers où la morale est souvent un luxe, on sait qu'on va entrer dans des maisons qu'on va prendre, qu'on va menacer, qu'on va peut-être tuer. On sait qu'il y aura des cris, des pleurs, des prières. On sait qu'il y aura des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes qui ne sont pas des soldats. Et chacun dans l'équipage se raconte une histoire pour supporter cela. Certains se disent que les Espagnols sont des ennemis héréditaires. D'autres se disent que c'est la guerre. D'autres ne se disent rien. Ils avancent, ils prennent, ils survivent. Le feu sur la frontière, à ce stade, n'est pas encore l'incendie de Sainte-Augustine, c'est la flamme des préparatifs. Les mèches qu'on coupe, les lanternes qu'on couvre, les feux de camp sur une plage des Bahamas où l'on attend la bonne nuit, le bon vent, la bonne marée, c'est la lueur d'une décision qui, une fois prise, ne se défait plus. Parce qu'un raid, quand il est lancé, devient une chaîne. On a embarqué des hommes, on a consommé des vivres, on a engagé des dettes, on a promis des parts. Revenir sans rien, c'est revenir avec la honte. Et la honte, dans ce monde, est dangereuse. Elle vous fait perdre votre équipage, elle vous fait perdre votre crédit, elle vous fait perdre votre place. Alors on continue, on remonte, on laisse derrière soi les eaux familières, on suit les courants, on guette les signes, on serre les dents, on écoute le pilote, on surveille le ciel, on compte les barriques d'eau, on rationne, on répare ce qui casse, on calme les disputes, on promet encore, on menace parfois, et dans la nuit, quand le vent tombe et que la mer devient noire, on voit au loin une côte basse, une ligne sombre, presque invisible, la Floride. Sainte-Augustine est là, quelque part derrière cette obscurité, une ville qui croit être un rempart, une ville qui ne sait pas encore que des hommes, au large, ont fait d'elle une cible improbable, oui, mais justement, les coups les plus humiliants ne sont pas toujours portés là où l'on est riche, ils sont portés là où l'on se croyait à l'abri, et sur cette côte, la frontière est mince, trop mince. Une frontière qui, au moindre souffle, peut s'embraser. La première chose quand on approche Sainte-Augustine par la mer, ce n'est pas la ville, c'est l'eau. Une eau qui change de couleur comme une humeur. Du bleu profond au large, puis des nappes plus claires, laiteuses, traîtresses, qui annoncent le sable. Et ce sable, en Floride, n'est pas une plage accueillante. C'est une barrière mouvante, une lèvre qui se déplace, qui casse les vagues, en ligne blanche, qui peut ouvrir un passage un jour et le fermer le lendemain. Les hommes de Searle le savent. Ils ont déjà vu des navires mourir sans combat, simplement parce qu'un pilote a mal lu une teinte, parce qu'une houle a poussé un peu trop fort, parce qu'une quille a touché ce qu'elle ne devait pas toucher. Alors on avance comme on avance vers une porte dont on ne connaît pas la serrure, lentement, à l'écoute, les voiles réduites, les ordres chuchotés, les yeux qui brûlent à force de scruter l'obscurité, et la nuit, justement, est leur allié. Pas une nuit romantique, pas une nuit de cartes, une nuit humide, lourde, où l'air colle à la peau, où les moustiques se jettent sur les visages dès qu'on s'approche des terres basses, à où l'on sent, avant même de la voir, l'odeur des marais et des pins.
Sur le pont, on ne parle pas de gloire. On parle de profondeur. On parle de courant. On parle de la barre. On parle de l'entrée. On parle de ce qui tue sans bruit. Et dans cette tension, il y a une discipline particulière, presque contre nature pour des boucaniers, celle du silence. Les hommes ont beau être des habitués des tavernes de Port-Royal, des bagarres, des jurons, ils savent qu'ici, un éclat de voix peut valoir une volée de mousquets depuis la rive. Alors les jurons restent dans la gorge. Les rires meurent avant de naître. On entend autre chose. Le frottement des cordages, le claquement sec d'une voile qu'on borde, le grincement d'un bois fatigué et, plus bas, le souffle régulier de la mer. Sainte-Augustine n'a pas la silhouette d'une grande place forte de pierre. En 1668, ce n'est pas encore le Castillo de San Marcos. Cette masse de coquina qui résistera plus tard aux boulets, c'est un fort plus ancien, de bois et de terre, avec ses palissades, ses bastions modestes, ses canons qui existent, mais qu'on ne peut pas multiplier à l'infini faute de moyens. La ville elle-même est faite de matériaux qui brûlent, des maisons basses, des toits légers, des cloisons de planches, des réserves de paille, des ateliers, des hangars. Une ville qui, vue de loin, pourrait presque se confondre avec la ligne sombre des arbres si ce n'était pas, parfois, une lueur. Une torche, une fenêtre, une lanterne près d'un poste de garde, le feu sur la frontière, encore. Pas l'incendie, la veille, et cette veille, elle est humaine. Elle a des paupières lourdes, elle a des habitudes, elle a des moments de relâchement. Les sentinelles dans une garnison pauvre ne sont pas des automates. Elles sont des hommes qui ont faim, qui ont froid certaines nuits, qui ont chaud la plupart du temps, qui vivent avec la fatigue et l'ennui est un poison. Il fait croire que rien n'arrivera ce soir non plus. Searle joue sur cela. Il ne vient pas annoncer sa présence. Il vient la glisser. On imagine souvent l'attaque comme un choc frontal. Des voiles qui surgissent, des canons qui tonnent, des hommes qui hurlent. Mais la course, quand elle est bien menée, commence avant le premier coup de feu. Elle commence par une décision de distance. Où laisser les navires? Trop près et on les expose à une sortie, à un coup de main espagnol, à un incendie de nuit. Trop loin et chaque sac de butin devient une épreuve, chaque otage un poids, chaque minute un risque. Il faut un mouillage discret, un endroit où l'on peut tenir les embarcations prêtes, où l'on peut surveiller l'horizon, où l'on peut, si tout tourne mal, couper les amarres et disparaître. Les chaloupes descendent à l'eau, le bois touche la mer avec un bruit qu'on voudrait effacer, on rame. Les avirons entrent et sortent, lents, contrôlés, pour ne pas faire claquer l'eau. Les hommes ont leurs armes enveloppées, protégées autant que possible de l'humidité. La poudre ici est une obsession. Elle doit rester sèche, sinon le mousquet devient un bâton inutile. On porte des bandoulières de charge, des pistolets, des sabres, des haches, les haches surtout, parce qu'une ville de bois se prend à la hache. À terre, la Floride n'accueille pas, elle résiste par sa nature. Le sable avale les pas. Les herbes coupent les mollets. Les insectes attaquent les yeux, les oreilles, les lèvres. La sueur arrive vite, même la nuit. Et l'on comprend dans ces premières minutes que la frontière espagnole n'est pas seulement fragile par manque de soldats, elle est fragile parce qu'elle est épuisante. Tenir ici, jour après jour, année après année, demande une énergie que l'Empire doit envoyer de loin, et ce qui vient de loin arrive toujours trop tard. Les hommes de Searle avancent en file, puis se déploient. On cherche les chemins, les passages, les points où l'on peut approcher sans être vu. On a des guides, parfois. Un pilote qui connaît la côte, un homme qui a déjà rôdé dans ces eaux, peut-être un prisonnier retourné, un informateur, quelqu'un qui a parlé pour sauver sa peau. Dans ce monde, l'information a une odeur, celle de la peur. Et puis, soudain, la ville est là. Pas comme une vision grandiose, comme une présence, une densité dans l'obscurité, un silence différent. On distingue des formes, une palissade, une porte, un angle de fortification, des toits. On entend parfois un chien. Un chien est un problème. Un chien, c'est une alarme vivante. On peut le tuer, mais le tuer fait du bruit. On peut l'ignorer, mais il peut aboyer. Alors on avance avec cette tension. Chaque détail peut déclencher la cloche. La cloche. Dans une ville espagnole, la cloche est plus qu'un instrument religieux. C'est un système d'alerte. Elle rassemble. Elle ordonne. Elle transforme des habitants dispersés en foule armée. Elle appelle la garnison. Elle appelle les miliciens. Elle appelle les hommes qui dorment avec un mousquet près du lit. Et si la cloche sonne trop tôt, le raid devient autre chose. Une bataille, un siège, une perte de temps. Tout ce que Searle ne veut pas. Alors il faut frapper vite. Et frapper juste. Le premier choc souvent n'est pas un duel de canon. C'est une porte forcée, une sentinelle surprise, un poste de garde submergé, un homme qui n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. La violence ici n'est pas héroïque.
Elle est utilitaire. Elle est faite pour ouvrir un passage, pour empêcher un cri, pour gagner des minutes. Et ces minutes, dans une ville de bois, sont la différence entre un sac et un échec. Quand l'alerte finit par éclater, parce qu'elle éclate presque toujours, elle éclate comme une déchirure. Un cri, un coup de feu, un bruit de course, une porte qui claque, et puis la cloche, enfin, qui se met à battre l'air, lourde, insistante, comme un cœur affolé. Sainte-Augustine se réveille d'un coup. Les habitants sortent, certains à moitié vêtus, d'autres déjà armés, d'autres encore cherchant leurs enfants, leurs biens, leurs papiers, leurs objets de culte. On entend des prières, on entend des ordres en espagnol, on entend des pleurs. Et au milieu de tout cela, les hommes de Searle avancent. Ils ne viennent pas pour occuper, ils viennent pour casser. La ville, dans ces instants, devient un labyrinthe de petites scènes. Ici, une famille qui tente de se réfugier vers le fort. Là, un soldat qui essaie de rassembler quelques hommes. Plus loin, un religieux qui sert un objet sacré contre lui, comme si le bois et le métal pouvaient arrêter la peur. Et partout, la même logique. Sauver ce qui peut l'être avant que les Anglais ne mettent la main dessus. Le fort, même en bois, attire. C'est le point de résistance. C'est là que l'on peut concentrer les armes, la poudre, les hommes. C'est là que l'on peut tenir au moins un temps. Les Espagnols savent cela. Ils y courent. Mais courir vers le fort, c'est aussi abandonner la ville. Abandonner les maisons, abandonner les réserves, abandonner les rues. Et c'est exactement ce que veut un raider. Que l'ennemi se replie sur un point, qu'il se transforme en garnison assiégée, pendant que le reste devient une proie. Searle, lui, doit gérer un autre danger, ses propres hommes. Parce qu'au moment où l'on entre dans une ville, la discipline se dissout facilement dans l'odeur du butin. Un boucanier qui voit une maison ouverte, un coffre, un tissu, une bouteille, peut oublier l'ordre, oublier le plan, oublier la retraite. Il peut se perdre dans une ruelle, se faire tuer par un coup de mousquet depuis une fenêtre, ou simplement disparaître avec ce qu'il a pris, laissant les autres se battre. Le sac, c'est aussi cela, une foule armée qui peut devenir incontrôlable. Alors on impose des règles à coups de voix et de menaces. On rassemble. On désigne des groupes, certains fouillent, certains gardent les carrefours, certains cherchent les notables, parce que le vrai butin dans une ville pauvre, ce n'est pas seulement ce qu'on trouve dans les maisons, c'est ce qu'on peut exiger, les otages. On les cherche comme on chercherait des pièces d'or, le gouverneur si on peut l'atteindre, et les officiers, les prêtres, les marchands, les hommes dont on sait qu'ils ont une valeur, non pas parce qu'ils sont riches sur place, mais parce qu'ils ont des liens, parce qu'ils peuvent écrire, parce qu'ils peuvent faire pression, parce que leur absence fait mal, et quand on met la main sur l'un d'eux, on ne le traite pas comme un prisonnier de guerre au sens noble, on le traite comme une monnaie vivante. La scène est brutale, presque administrative. On attache, on compte, on surveille, on menace, on promet parfois, on sait que la peur fait parler. Où est la réserve de poudre? Où sont les vivres? Où sont les objets précieux de l'église? Où sont les papiers, les sceaux, les clés? Une ville coloniale, même pauvre, a des points névralgiques. Un magasin, un dépôt, une salle où l'on garde ce qui vient des situados, ce qui a été envoyé de la Havane ou de plus loin. Et ces points, si on les trouve, valent plus que 100 maisons. Les Espagnols, eux, tentent de résister comme ils peuvent. Des coups de feu partent depuis des angles, depuis des fenêtres, depuis des palissades. On tire mal souvent dans la confusion. La fumée de poudre noire s'accroche aux rues, se mélange à l'humidité, forme une brume âcre qui pique les yeux. On entend des balles frapper le bois, s'y enfoncer avec un bruit sourd. On entend des cris de douleur. On entend des ordres qui se perdent. Et au-dessus, la cloche continue, comme si elle voulait réveiller non seulement la ville, mais l'Empire entier. Mais l'Empire est loin. Et c'est là que le raid devient sac. Le sac, ce n'est pas seulement voler. C'est renverser l'ordre. C'est faire comprendre, en quelques heures, que les règles habituelles ne valent plus. Les portes ne protègent plus. Les prières ne protègent plus. Les uniformes ne protègent plus. La frontière qui se croyait ligne devient flamme. Le feu apparaît vite, par accident parfois, une torche renversée, une mèche qui tombe, un coup de feu près d'un tas de paille, par choix souvent, parce que le feu est un outil de pression. On met le feu à une maison pour faire sortir ceux qui se cachent, on met le feu à un bâtiment pour détourner l'attention, on met le feu parce que la fumée fait paniquer et parce qu'elle pousse les gens vers le fort, parce qu'elle transforme la ville en chaos. Et dans le chaos, les boucaniers sont à l'aise. Ils vivent dedans. Sainte-Augustine, faite de bois, répond au feu comme une torche. Les flammes courent sur les toits, sautent d'une maison à l'autre, se nourrissent du vent. La lumière devient orange, violente, irréelle. Les ombres des hommes se projettent sur les palissades comme des silhouettes de théâtre.
On voit des visages déformés par la chaleur, par la peur, par la sueur. On entend le craquement du bois qui cède, ce bruit sec, presque animal, quand une poutre se brise. On sent l'odeur de résine brûlée, de fumée épaisse, de tissus qui partent en cendres, le feu sur la frontière. Cette fois, ce n'est plus une petite flamme de veille, c'est une déclaration. Dans cette lumière, Searle doit rester capitaine. C'est là sa contradiction intime. Il veut être le capitaine, celui qui commande, qui distribue, qui incarne une forme de respectabilité de la course, mais il commande des hommes qui, dans le sac, deviennent des forces élémentaires. Ils prennent ce qu'ils peuvent, ils boivent ce qu'ils trouvent, ils frappent, ils menacent, et chaque minute qui passe augmente le risque que l'opération se transforme en débandade. Alors il faut canaliser la violence, la diriger, la rendre rentable. On rassemble le butin là où l'on peut. Dans une place, près d'une porte, dans un bâtiment qu'on tient, on fait des piles, tissus, outils, armes, barils de nourriture, tout ce qui peut se transporter. On cherche la poudre toujours. La poudre est à la fois un butin et une nécessité. Elle permet de repartir en état de se battre. On prend des mousquets, des épées, des pics. On prend des cloches parfois, des objets liturgiques, non pas par haine de la religion, mais parce que l'argent se cache souvent dans le sacré. L'argenterie, les ornements, les pièces travaillées. Dans les ports anglais, tout cela se revend, tout cela se transforme. Mais Sainte-Augustine n'est pas Carthagène. Elle ne déborde pas de trésors. Et c'est là que la logique des otages devient centrale. On ne peut pas remplir les cales d'or, alors on remplit les cales de vie. On emmène des prisonniers, on choisit, on trie. On garde ceux qui peuvent rapporter, on laisse parfois ceux qui ne valent rien dans cette économie, ou on les utilise comme levier. Si vous voulez revoir vos gens, apportez ceci, apportez cela. La rançon peut être en argent, mais aussi en vivres, en munitions, en marchandises. Dans une colonie qui manque de tout, même un baril de farine peut devenir une monnaie de négociation. Les Espagnols, retranchés, tentent de sauver ce qu'ils peuvent sauver. Le fort devient un refuge saturé, des familles entassées, des soldats qui essaient de maintenir un semblant d'ordre, des blessés, des enfants qui pleurent, des femmes qui prient, des hommes qui serrent des armes avec des mains tremblantes. Et dehors, la ville brûle. On entend les flammes comme on entendrait une foule. On sent la chaleur jusque dans les murs. On voit la fumée entrer par les interstices. La tentation pour les défenseurs serait de sortir, de contre-attaquer, de chasser les raideurs des rues. Mais sortir, c'est s'exposer. Et les boucaniers, eux, savent tirer depuis des angles, depuis des couvertures, savent se disperser, savent frapper puis reculer. Ils ne tiennent pas une ligne comme une armée régulière, mais ils savent faire payer chaque pas. Et surtout, ils savent que le temps joue pour eux tant que la ville est en désordre. Le gouverneur espagnol, dans ce genre de situation, est pris dans un étau. S'il négocie trop vite, il est accusé de faiblesse. S'il résiste trop longtemps, il risque de perdre la ville entière, de voir les habitants massacrés, de voir les réserves détruites. Et il sait qu'il devra rendre des comptes à la Havane, à Madrid, à l'Église, à l'administration. La honte ici n'est pas seulement personnelle, elle est bureaucratique. Elle se met en lettres, elle se met en rapport, elle se met en accusation. Mais les lettres, elles, ne stoppent pas un incendie. Searle, lui, n'a pas besoin de tenir. Il a besoin de partir au bon moment. C'est l'art le plus difficile, savoir quand arrêter de prendre. Parce que la cupidité tue. Un capitaine qui reste une heure de trop peut perdre son navire, se faire encercler, se faire surprendre par une sortie, ou par un changement de vent qui rend la barre impraticable. La mer, là, n'attend pas. La marée ne négocie pas. Le courant ne respecte pas le courage. Alors, au milieu du sac, il y a des moments de calcul froid. On regarde le ciel, on sent le vent, on écoute la mer, même depuis la ville. On envoie des hommes vers la côte pour vérifier les embarcations, pour s'assurer que les chaloupes sont prêtes, que les navires n'ont pas dérivé et que rien n'a été repéré au large. On garde un œil sur l'horizon parce que le pire serait de voir apparaître une voile espagnole, une patrouille, un navire venu de Cuba ou des Bahamas, attiré par la fumée. La fumée est un signal. Le feu sur la frontière parle à tout le monde. Et pendant que les boucaniers chargent, la ville se vide de sa substance. Les maisons sont fouillées, les coffres forcés, les réserves ouvertes, les objets dispersés. Ce qui ne peut pas être emporté est parfois détruit par vengeance, par stratégie, par simple ivresse de pouvoir. On casse des portes, on renverse des meubles, on jette des papiers au feu, et ces papiers, pour une administration coloniale, sont parfois plus précieux que l'argent. Titres, registres, correspondances, preuves de propriété, liste de dettes, ordres officiels. Brûler cela, c'est effacer une partie de l'ordre espagnol. Même si les boucaniers ne mesurent pas toujours la portée de ce geste,
Dans les rues, la confusion est totale. Les habitants qui n'ont pas atteint le fort cherchent des refuges. Certains se cachent dans les jardins, dans les marais proches, dans les bois. La Floride offre des cachettes, mais elle offre aussi des dangers. Serpents, insectes, eaux mauvaises, désorientation. Fuir dans la nature, c'est parfois choisir une autre forme de mort. Mais rester en ville, c'est risquer la violence directe. Alors on fuit quand même. On se perd. On survit comme on peut. Les boucaniers, eux, ne sont pas immunisés contre la peur. Ils savent qu'ils sont loin de leur base. Ils savent que s'ils sont capturés, la corde les attend. Pas un procès long, pas une prison confortable, la corde, ou la lame, ou les galères. Et cette connaissance rend leur violence plus nerveuse, plus pressée. Ils frappent vite parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il y a aussi dans un sac une dimension de théâtre. Les boucaniers aiment montrer qu'ils dominent, ils crient des ordres. Ils exhibent des armes, ils font des exemples. Pas toujours par cruauté gratuite, mais parce que la terreur est un raccourci. Une ville terrorisée donne plus vite. Une ville terrorisée cache moins bien. Une ville terrorisée négocie. Et la négociation pour un raider est une forme de victoire. Elle transforme la violence en contrat. On imagine des scènes de rançon improvisées, mais elles ont souvent une structure. On envoie un message au fort. Nous avons tel homme, nous avons tel prêtre, nous avons tel officier. Si vous voulez les revoir, apportez ceci. On fixe un lieu, on fixe un délai. On menace de brûler davantage. On menace de tuer. Et parfois, on tient parole. Parfois, on ne la tient pas. La parole, dans ce monde, est une monnaie instable. Elle vaut tant qu'elle sert. Les Espagnols, de leur côté, peuvent tenter de gagner du temps. Ils peuvent promettre des choses qu'ils n'ont pas. Ils peuvent espérer que les raiders se saouleront, se disperseront, deviendront vulnérables. Ils peuvent tenter une sortie de nuit. Ils peuvent envoyer des hommes par des chemins secondaires, par des marais, pour attaquer les chaloupes, pour couper la retraite. Parce que couper la retraite, c'est tuer le raid. Un boucanier sans mer est un homme déjà mort. C'est là que la logistique, ce mot sec, devient une question de vie ou de mort. Les chaloupes doivent faire des allers-retours. Chargeur, revenir, charger encore. Chaque trajet est un risque. Un tir depuis la rive, une embuscade, un homme qui tombe, un sac qui se perd, une barque qui se retourne. Et la côte floridienne, avec ses courants et ses barres, n'aide pas. On peut se retrouver à ramer contre une force invisible, à lutter pour atteindre un navire qui semble proche mais qui recule, comme si la mer se moquait. Le feu, lui, continue. Il éclaire tout. Il rend la nuit visible. Il rend les hommes visibles. Il rend les mouvements visibles. Il est à la fois allié et danger. Il permet de voir, mais il attire. Il réchauffe, mais il trahit. Et dans cette lumière, Sainte-Augustine ressemble à ce qu'elle est, une frontière trop mince, une présence espagnole qui tient par habitude et parfois plus que par puissance matérielle. Quand vient le moment de partir, il n'y a pas de cérémonie. Il y a une urgence. On rassemble les hommes, on compte ceux qui manquent, on crie leurs noms. On envoie des groupes les chercher parfois. Parfois on les abandonne. C'est l'une des cruautés internes de la course. On peut mourir non seulement sous les balles ennemies, mais sous l'indifférence d'eux, ses propres compagnons quand le temps manque. Un capitaine qui hésite trop longtemps pour sauver un homme peut perdre tout le monde. Et il le sait. Il vit avec cette arithmétique. Les otages sont poussés vers la côte, attachés, gardés. Certains marchent en silence, comme vidés, d'autres pleurent, d'autres prient. La prière, dans ces moments, n'est pas un acte de piété tranquille, c'est une tentative de tenir debout. On traverse des zones où la fumée pique les yeux, où la cendre tombe comme une pluie noire. On entend encore des coups de feu sporadiques, des cris, des ordres, mais la dynamique a changé. Les boucaniers ne cherchent plus à prendre, ils cherchent à s'échapper. Et l'évasion en Floride est un dernier test. Il faut franchir la barre. Il faut profiter de la marée. Il faut éviter les hauts fonds. Il faut manœuvrer avec des navires chargés, plus lourds, moins réactifs. Il faut garder assez d'hommes à bord pour manœuvrer, tout en ayant envoyé assez d'hommes à terre pour piller. Il faut parfois remorquer une embarcation. Il faut parfois abandonner une prise trop encombrante. Le butin soudain devient un fardeau. Au large, la mer reprend son visage indifférent. Le bruit de la ville s'éloigne. La fumée reste visible longtemps, une colonne sombre qui marque l'endroit comme une cicatrice, et c'est là que le raid paradoxalement devient réel dans la tête de ceux qui l'ont mené. Tant qu'on est dans les rues, on agit, on survit, on prend, on frappe. Mais quand on voit la ville brûler derrière soi, quand on sent le vent sur le visage, quand on entend à nouveau le rythme du navire, on comprend, on a frappé, on a touché un point d'autorité espagnole, on a humilié une capitale de frontière, et pourtant ce n'est pas une victoire propre. Ce n'est pas une bataille gagnée avec des drapeaux. C'est une morsure. Une morsure qui laisse une plaie ouverte,
À bord, le butin est trié, compté, disputé. Les hommes veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent s'assurer que leur part existe. Les capitaines, eux, doivent déjà penser à la suite, ou aller avec des otages, ou négocier comment éviter les patrouilles. Comment rentrer vers des eaux plus sûres sans se faire intercepter? Parce que le raid, une fois accompli, ne s'achève pas, il se prolonge dans la fuite, dans la vente, dans la rançon, et chaque étape peut tuer. Les otages, eux, deviennent un problème logistique autant qu'une monnaie. Il faut les nourrir, il faut les empêcher de se jeter à la mer, il faut les surveiller jour et nuit, il faut gérer les maladies, les blessures. Un prisonnier qui meurt trop tôt perd sa valeur. Un prisonnier qui souffre trop visiblement peut pousser les Espagnols à refuser de négocier, ou au contraire à payer plus vite. Tout est calcul, tout est instable. Derrière, à Sainte-Augustine, le matin révèle ce que la nuit a fait. La lumière du jour, crue, sans pitié, montre les charpentes noircies, les toits effondrés, les rues couvertes de débris. Elle montre les visages gris de cendres, elle montre les mains vides, elle montre les gens qui sortent du fort comme on sort d'un naufrage. En cherchant ce qui reste, on compte les morts, on cherche les disparus, on pleure, on ramasse. On tente de sauver des braises, de reconstruire un abri, de retrouver un outil. La ville qui vivait déjà dans la pénurie se retrouve amputée, et l'humiliation, elle, prend la route des papiers. Des lettres partent, des rapports, des plaintes. On décrit l'attaque, la surprise, la faiblesse des défenses, la nécessité de renforts, de canons, de murs plus solides. On parle de la honte, on parle de la peur, on parle de la frontière qui brûle. Et ces mots, une fois arrivés à la Havane, puis plus loin, deviennent des arguments. Il faut renforcer, il faut reconstruire, il faut transformer ce fort de bois en quelque chose qui ne cède pas à la première torche. Le raid de 1668 n'est pas seulement un pillage, c'est un signal envoyé par des hommes de la marge, des hommes sans uniformes officiels, mais capables en une nuit de faire vaciller l'idée, même de contrôle espagnol sur cette côte. Et sur le navire de Searle, tandis que la fumée de Sainte-Augustine se dissout dans l'horizon, la mer redevient ce qu'elle a toujours été, un espace où l'on peut disparaître, un espace où la gloire est une rumeur et la mort une habitude, un espace où le feu, même quand on ne le voit plus, continue de brûler dans les mémoires de ceux qui l'ont subi et dans celles de ceux qui l'ont allumé. Le retour n'a rien d'un triomphe. Il a l'odeur du sel et de la fumée froide, celle qui s'accroche aux cheveux et aux vêtements longtemps après que les flammes ont cessé d'être visibles. Sur le pont, on ne chante pas. On compte, on recompte. On regarde les visages à la lueur d'une lanterne qui vacille, et l'on voit ce que la nuit de Sainte-Augustine a laissé. Des yeux rouges, bien des mains brûlées, des entailles mal bandées, des chemises tachées de suie et de sang, et cette fatigue particulière des coups de main réussis, une fatigue nerveuse, comme si le corps n'osait pas encore croire qu'il est vivant. Le butin, lui, n'a pas la forme qu'imaginent les gens à terre quand ils prononcent le mot « sac ». Pas des coffres débordant de pièces d'or, pas des lingots, pas des joyaux. La Floride espagnole n'est pas une mine, c'est un avant-poste. Alors on a pris ce qui se prend, des barils de vivres, des outils, des armes, des tissus, de l'argenterie d'église quand elle existe, des objets qui se revendent parce qu'ils sont rares, parce qu'ils brillent, parce qu'ils portent une valeur de marché plus qu'une valeur d'usage. Et surtout, on a pris des gens. Les otages sont là, assis ou couchés où l'on peut, entravés, surveillés. Ils ne sont pas seulement des prisonniers, ils sont une cargaison vivante, une cargaison qui respire, qui pleure, qui prie, qui tombe malade, qui peut mourir. Et un otage mort, c'est une monnaie qui se décompose. Alors on les garde en vie, mais pas par bonté, par calcul. La mer au large de la Floride n'offre pas de couloir sûr, elle offre des choix mauvais et des choix pires. Rester trop près de la côte, c'est risquer les patrouilles, les petites embarcations qui sortent des passes, les miliciens qui connaissent les eaux. S'éloigner trop vite, c'est perdre la possibilité de négocier, de faire parvenir des messages, de transformer ses vies en rançon. Et puis il y a les vents, les courants, les bancs de sable qui ne pardonnent pas. Un navire chargé, alourdi par des barils et des ballots, manœuvre moins bien, il répond plus lentement. Il devient une proie plus facile si une voile ennemie apparaît. C'est là que le métier de boucanier, derrière sa légende de couteau et de rhum, montre son vrai visage, un métier de logistique, de discipline imposée à des hommes qui n'aiment pas la discipline, de décisions prises avec une carte imparfaite, un ciel changeant, et des équipages qui, dès que l'odeur du butin monte, se rappellent qu'ils ne sont pas des soldats, mais des associés temporaires. À bord, la distribution est une question de survie sociale. On parle de parts, de portions, de ce qui revient à chacun selon des règles qui varient d'un équipage à l'autre, mais qui, presque toujours, existent. Le capitaine prend plus,
Le maître d'équipage, le pilote, le charpentier, le chirurgien prennent des parts spécifiques. Un homme blessé peut avoir droit à une compensation. Un homme qui a perdu un bras, une jambe, un œil peut réclamer une somme fixée d'avance. C'est brutal, mais c'est une forme de contrat. Une assurance de fortune, écrite non pas sur du papier, mais dans les habitudes de la flibuste. Et c'est là que Robert Searle doit tenir son rang. Il veut être capitaine au sens plein. Celui qui commande, qui arbitre, qui incarne une autorité. Mais son autorité n'est pas celle d'un officier de marine royale. Elle tient à un fil, la confiance que les hommes ont dans sa capacité à les enrichir et à les ramener vivants. Qu'il échoue à l'un des deux et le fil casse. Un équipage de boucaniers ne se mutine pas toujours avec des grands discours. Il se mutine en se dispersant, en désertant, en refusant d'obéir, en suivant un autre chef au prochain mouillage. Alors Searle surveille les comptes. Il surveille les hommes. Il surveille les regards. Il sait que la jalousie est aussi dangereuse qu'un canon espagnol. Il sait que la rumeur d'un capitaine qui garde pour lui peut tuer plus sûrement qu'une tempête, parce qu'elle transforme des compagnons en ennemis. Les otages, eux, deviennent le centre d'une autre négociation, invisible, tendue, qui se joue entre les ponts. Comment les traiter pour qu'ils restent valables? Trop de douceur, et ils tentent l'évasion, ils se croient protégés. Trop de brutalité, et ils meurent. Ou bien ils deviennent inutiles parce que l'Espagne refuse de payer pour des corps brisés. Il faut une violence dosée, une violence qui fait peur sans détruire. C'est une science sinistre. On envoie des messages. Des billets confiés à des hommes relâchés exprès ou à des intermédiaires qui connaissent les deux mondes. Des marchands, des pilotes, à des gens de Nassau ou de la Jamaïque qui ont déjà servi de pont entre l'anglais et l'espagnol. La rançon dans ces années-là n'est pas une exception. C'est une économie parallèle, un commerce de chair et de promesses. On fixe un lieu de rendez-vous, une baie, une île, un point d'eau. On exige des barils de vin, de farine, de poudre, parfois de l'argent. On exige vite, parce que plus le temps passe, plus le risque augmente. Car l'Espagne, humiliée, ne reste pas immobile. La nouvelle du sac de Sainte-Augustine voyage comme voyagent les mauvaises nouvelles, plus vite que les renforts, mais assez vite, pour déclencher des réactions. À La Havane, on lit les rapports avec colère et inquiétude. La Floride n'est pas riche, mais elle est stratégique. Elle garde une route, elle signale une présence, elle empêche l'ennemi de s'installer trop facilement sur cette côte, et surtout, elle est espagnole. La perdre symboliquement, même pour une nuit, c'est accepter que la frontière soit une passoire. Alors on cherche des responsables, on accuse la négligence des sentinelles, la faiblesse des palissades, le manque de poudre, l'absence de navires de garde. On accuse aussi parfois la fatalité, les vents, la surprise, la perfidie des piratas. Mais derrière les mots, il y a une réalité administrative. La Floride dépend de subsides envoyés de loin, les situados, ces fonds, qui arrivent irrégulièrement, souvent en retard, parfois détournés, parfois perdus en mer. Une garnison qui attend son salaire et ses vivres est une garnison qui s'endort. Une ville qui vit dans l'attente est une ville qui brûle plus facilement. Le sac de 1668 devient donc un argument pour demander plus de soldats, plus de canons, plus de matériaux. Et surtout, plus de pierres. Parce que le bois, on l'a vu, est une invitation au feu. Le feu sur la frontière n'est pas seulement une image, c'est une méthode ennemie. Et quand l'ennemi a une méthode, on répond par une structure. C'est dans cette logique, lente, lourde, que mûrit l'idée d'un fort qui ne se consume pas en une nuit. Un fort de coquina, cette pierre coquillière de Floride, étrange matière faite de fragments de coquillages cimentés, qui absorbe les impacts au lieu d'éclater. Un fort qui, plus tard, deviendra le Castillo de San Marcos. Il ne naît pas d'un caprice architectural, il naît d'une humiliation, d'une ville mise à sac par des hommes venus de la marge. Et pendant que l'Espagne pense en années, en budget, en convois, Searle, lui, vit en semaines, en jours, parfois en heures. La fenêtre qui lui a permis de frapper Sainte-Augustine est la même qui peut se refermer sur lui. Les tensions anglo-espagnoles, ces zones grises où l'on tolère la course tant qu'elle sert des intérêts, changent de couleur selon les diplomates, selon les gouverneurs, selon les besoins du moment. Un boucanier peut être utile un mois et recherché le mois suivant. Il peut être corsaire dans une taverne et pirate dans un rapport officiel. Le mot dépend de qui parle et de qui gagne. Dans les ports anglais, à Port-Royal surtout, la nouvelle du raid circule avec cette vitesse joyeuse des lieux où l'on vit de rumeurs. On raconte la prise de la capitale de Floride comme on raconterait un tour de force. On exagère, on simplifie, on transforme une opération risquée, sale, confuse, en récit net. Searle a pris Sainte-Augustine. 3 mots et tout un monde s'ouvre. Dans une taverne, cela suffit à faire monter le prix d'un homme,
à attirer des volontaires, à donner du crédit, à faire qu'un marchand accepte de prêter un navire, des armes, des barils, parce qu'il croit à la prochaine prise. Mais la réputation est une voile fragile. Elle gonfle vite, elle se déchire vite, et elle attire l'attention. Les Espagnols retiennent un nom. Les autorités anglaises, elles aussi, peuvent retenir un nom, non pas pour le célébrer, mais pour s'en protéger si la diplomatie l'exige. Un gouverneur de Jamaïque peut fermer les yeux tant que cela rapporte. Il peut les ouvrir brutalement si Londres demande des comptes. La course est un théâtre où les acteurs changent de masque selon la scène. Searle, après 1668, n'est pas un homme qui peut se reposer. Il doit continuer. Continuer à prendre parce que l'équipage attend. Continuer à courir parce que le navire coûte. Continuer à risquer parce que c'est le seul moyen de rester capitaine. Et chaque sortie en mer est une loterie où les billets sont faits de bois, de toile et de chair. On imagine souvent ces hommes comme des loups libres. En réalité, ils sont dépendants des ports où l'on répare, où l'on vend, où l'on broie, dépendants des charpentiers qui savent calfater une coque, dépendants des tonneliers qui fabriquent des barils étanches, dépendants des marchands qui avancent des vivres, dépendants des pilotes qui connaissent les passes, dépendants même des maladies qui décident parfois à leur place, car la mer des Caraïbes et de l'Atlantique Ouest n'est pas seulement un champ de bataille, c'est un incubateur. La fièvre, la dysenterie, les infections, le scorbut quand les vivres frais manquent, font plus de victimes que les mousquets. Un homme peut survivre à Sainte-Augustine et mourir d'une plaie qui s'infecte, d'une dent qui pourrit, d'une eau croupie bue par nécessité. Le chirurgien de bord, quand il existe, travaille avec des instruments simples, des mains qui tremblent parfois, et une connaissance empirique. On coupe, on cautérise, on prie chacun à sa manière, et souvent on jette un corps à la mer, enveloppé dans une toile, lesté, sans autre cérémonie que quelques mots marmonnés. Dans ce monde, la disparition n'a pas besoin de mystère. Elle a juste besoin d'une vague. Et pourtant, le nom de Searle, après son coup d'éclat, ne devient pas celui d'un grand fondateur, d'un chef durable, d'un homme qui bâtit une dynastie de flibustes. Il reste comme une étincelle qui a mis le feu à une ville, puis qui s'est perdue dans le vent. Les années qui suivent 1978 sont des années de recomposition. Les réseaux boucaniers se déplacent, se disputent, se fragmentent. Port-Royal attire toujours, mais la concurrence entre capitaines est féroce. Les prises se raréfient parfois ou deviennent plus dangereuses. Les Espagnols apprennent. Ils renforcent les escortes, ils surveillent les passes, ils organisent des contre-coups. Et les Anglais, de leur côté, oscillent entre l'encouragement discret et la volonté de paraître respectable. La flibuste est utile tant qu'elle ne gêne pas. Dès qu'elle gêne, elle devient embarrassante. Searle navigue dans cette eau trouble. Il n'est pas un idéologue. Il n'est pas un homme de grand discours. C'est un pragmatique. Il sait lire une opportunité. Il sait rassembler des hommes. Il sait frapper vite. Mais il ne contrôle pas le grand jeu. Il n'est pas celui qui signe les traités. Il n'est pas celui qui décide si l'Espagne est officiellement ennemie ou officiellement partenaire. Il est un outil, et un outil peut être jeté. Sa fin, en 1971, arrive comme arrivent les fins en mer. Sans mise en scène, sans monument, avec une brutalité presque banale, une action en mer, un engagement, un choc de bois contre bois, de fer contre fer, de poudre contre chair. On peut imaginer le bruit, le claquement des voiles, les ordres hurlés pour couvrir le vent, le grondement sourd d'un canon, la fumée, qui avale le pont, les éclats de bois qui deviennent des projectiles, les cordages qui fouettent, les hommes qui glissent sur des planches mouillées de sang et d'eau. Un capitaine dans un combat naval est à la fois cerveau et cible. Il doit voir, décider, tenir. Il doit rester visible pour être obéi, et cette visibilité le condamne. Une balle perdue, un éclat, une chute, un coup de sabre, et tout s'arrête. La mer ne fait pas de différence entre un homme célèbre et un homme anonyme. Elle prend ce qu'elle prend. La mort de Searle, 3 ans après Sainte-Augustine, dit quelque chose de plus large que son destin personnel. Elle dit la vitesse à laquelle ses trajectoires se consument. On peut brûler une ville et être oublié presque aussitôt. On peut faire trembler une frontière et disparaître avant que les pierres du nouveau fort soient posées. On peut être pendant une saison le nom que l'on prononce dans les tavernes, et la saison suivante n'être plus qu'une ligne dans un registre, un mort en mer, un tué lors d'une action. Et pourtant l'empreinte reste pas sous forme de statut, sous forme de décision, sous forme de mur, sous forme de budget arraché à l'administration impériale, sous forme de patrouilles plus fréquentes, sous forme de sentinelles qui, désormais, regardent la nuit autrement. Le feu sur la frontière a changé la manière dont on pense la frontière. À Sainte-Augustine, on reconstruit comme on peut. On récupère des clous, des planches, des pierres.
On rebâtit des toits, on replante des poteaux, on répare des palissades, on vit avec des absences, ceux qui ont été emmenés, ceux qui ont été tués, ceux qui ont fui et ne sont jamais revenus. On vit aussi avec une mémoire qui n'est pas faite de dates, mais de sensations. La cloche qui sonne dans la nuit, la fumée qui étouffe, la chaleur, qui mord la peau, les cris en anglais incompris, les pas précipités vers le fort, les prières dites trop vite. Dans les bureaux de l'Empire, cette mémoire devient dossier, elle devient justification, elle devient un chapitre de la longue histoire des frontières espagnoles, ces frontières immenses, trop longues pour être tenues partout avec la même force. La Floride, pauvre et éloignée, a longtemps été une marge. Le raid de 1668 rappelle qu'une marge peut être frappée précisément parce qu'elle est une marge, et du côté anglais, la mémoire se transforme en autre chose. En exemple, en preuve que l'audace paie parfois, en preuve qu'un homme sans titre peut toucher un symbole, mais aussi en avertissement silencieux. L'audace paie vite et elle tue vite. La carrière de Searle, si elle est une carrière, ressemble à une flamme de camp boucanier. Elle éclaire fort un instant, elle crépite, elle attire, puis elle s'éteint, laissant une cendre grise que le vent disperse. Ce qui reste, c'est ce contraste presque cruel. L'attaque de Sainte-Augustine est assez grande pour entrer dans l'histoire de la Floride, assez grande pour pousser l'Espagne à bâtir en pierre, assez grande pour hanter une ville entière, et pourtant, l'homme qui l'a mené ne devient pas un personnage monumental. Il reste une silhouette, un nom qui apparaît, frappe, puis se dissout dans la mer. Comme si la course, au fond, ne fabriquait pas des héros durables, elle fabrique des éclairs. Et l'éclair, par définition, ne dure pas. Il illumine, il brûle, il révèle, l'espace d'une seconde, la fragilité d'une frontière. Puis la nuit revient, et sur la ligne sombre des pins et des marais, on ne voit plus que les petites lueurs de veille, ces feux modestes qui tentent de tenir l'obscurité à distance, en se souvenant qu'un jour, pas si lointain, la nuit entière a pris feu.